Merci pour ça. Hop. Donc, je vais me présenter pour commencer. Je suis Peggy Poncelet, la directrice de subvention du CEPF qui va s'occuper de cet investissement sur le hotspot de Madagascar et des îles de l'océan Indien. J'espère avoir l'occasion de rencontrer beaucoup d'entre vous lors de ces 5 prochaines années. Je vais passer à la prochaine diapositive pour vous donner les objectifs de cette session. Donc, c'est tout d'abord brièvement présenter le CEPF et la nouvelle équipe régionale de mise en œuvre, la RIT. Vous présenter brièvement aussi ce que nous attendons dans cet investissement, qui est un investissement axé sur l'adaptation qui est fondée sur les écosystèmes, ce qu'on appelle l'AFE. Et puis, évidemment, parler des critères d'éligibilité, donc tout ce qui va être sur les activités éligibles, les zones géographiques, à la fois aussi les critères d'éligibilité sur les organisations porteuses de projets. Et l'objectif de cette session est bien entendu de répondre aux questions les plus courantes, celles qu'on reçoit très régulièrement au CEPF, dans d'autres régions du monde, mais également les quelques questions que vous avez déjà envoyées aux équipes régionales de mise en œuvre, enfin à l'équipe, pardon, et puis les questions que vous aurez aujourd'hui. Voilà, donc on aura vraiment un temps partagé entre à peu près 45 minutes de présentation, mais comme je vous disais, avec une pause de questions au milieu, et puis à peu près 45 minutes pour les questions. Avant de commencer, donc cette session est en français, il y en a une autre cet après-midi en anglais, donc si jamais vous êtes plus confortable en anglais, n'hésitez pas à regarder l'appel à projet et vous inscrire pour le séminaire de la session en anglais cet après-midi. Cette session est enregistrée et sera disponible sur le site de l'IUCN qui est aussi fourni dans l'appel à projet et dans cette présentation. Et nous allons parler à la fois des petites et des grandes subventions tout au long de cette session. Comme je l'indiquais dans le chat, si vous pouvez cliquer sur votre image, normalement il y a 3 petits points en haut à droite qui vont s'afficher. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez renommer pour pouvoir indiquer votre nom et le nom de votre organisation, comme je l'ai fait pour moi. Ça nous permettra de savoir, lorsqu'on en échangera, à qui nous avons affaire. Je vous rappelle également que les documents clés qui sont liés à cet appel à projet sont disponibles dans les appels à projet. Donc, surtout, prenez le temps de lire cet appel à projet en long, en large et en travers, s'il vous plaît. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Mes collègues vont continuer à suivre le chat, ce qui nous permettra de répondre aux questions lorsqu'on aura nos pauses questions. Voilà. Et je vais donc présenter maintenant très brièvement le CEPF parce que beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà, vu que ça fait déjà 22 ans que nous existons et 22 ans que nous travaillons dans la région de Madagascar et des îles de l'océan Indien. Mais ce qui est important de savoir sur le fonds de CEPF, donc le Critical Ecosystem Partnership Fund, c'est que c'est un fonds qui est issu d'un partenariat entre les 6 bailleurs de fonds que vous voyez à l'écran, et que c'est l'objectif du CEPF, c'est de soutenir la société civile, donc les organisations de la société civile, des différents pays, des pays en développement ou des pays avec une économie en transition, pour leur permettre de protéger les hotspots de biodiversité dans le monde. Et ces hotspots sont en fait parmi les écosystèmes les plus riches sur le plan biologique, mais également les plus menacés. On a la diapositive suivante, s'il vous plaît. On intervient dans ces hotspots depuis l'année 2000. On a déjà investi plus de 277 millions de dollars en subventions.
ce qui nous a permis de mettre en œuvre des stratégies de conservation de la biodiversité dans 25 hotspots du monde sur les 36 existants. Comme vous voyez sur la carte, nous travaillons actuellement dans les hotspots en rouge, bien que certains investissements soient en cours de clôture. Donc ça, ce sont les 10 où nous travaillons en rouge, et il y a certains hotspots qui ne sont pas éligibles au CEPF car dans les pays développés, donc ce sont ceux en bleu foncé par exemple. En termes d'impact, il faut savoir que le CEPF se base sur 4 piliers qui sont la conservation de la biodiversité, le renforcement des capacités de la société civile, le bien-être humain et tout ce qui va être conditions favorables à la fois au développement durable pour les communautés ou les populations locales, mais également évidemment des conditions favorables pour la conservation de la biodiversité. Je vais vous donner quelques exemples d'impacts que nous avons eus au niveau mondial, et si nous avons eu ces impacts-là, c'est grâce au travail des sociétés civiles des différents pays où nous travaillons, et donc ce sont des impacts globaux. Donc, par exemple, nous avons plus de 51 millions d'hectares de zones clés de biodiversité, donc pour la biodiversité, donc ce que nous appelons les Key Biodiversity Areas, KBA, qui sont maintenant mieux gérées dans le monde, ce qui permet évidemment à toutes leurs espèces et aux habitats d'être conservés. Ça, quand on regarde juste au niveau des espèces, ça veut dire que nous avons soutenu également 1027 espèces mondialement menacées en les soutenant pour éviter leur extension au niveau, dans la nature. Nous avons soutenu des réseaux, plus de 705 réseaux de partenaires, ce qui permet de travailler ensemble et donc d'être plus fort, d'avoir une voix plus importante. Nous avons également soutenu presque 5000 communautés dans le monde, et quand on regarde, ça représente quand même plus d'1 million de personnes. Et ces communautés-là peuvent maintenant vivre davantage sereinement avec toutes les ressources naturelles qui les entourent. Donc, il y a encore beaucoup d'impact, mais je vous invite surtout à aller voir le site internet du CEPF et évidemment notre rapport annuel. On peut passer à la slide suivante. Le rapport annuel qui présente tous ces impacts, mais qui présente aussi certains projets qu'on a voulu mettre en avant par rapport aux impacts qu'ils ont eus, mais aussi parce qu'ils s'alignent vraiment bien avec l'ADN du CEPF. Et je profite de mon intervention pour vous dire que dans l'appel à projet, on a mis beaucoup de liens vers le site internet du CEPF. Vous avez peut-être constaté que le site du CEPF est en anglais. Donc, beaucoup de ces liens vous dirigent vers des points importants qui sont en anglais, mais vous avez la possibilité de traduire ce site internet. Donc, si vous allez sur l'écran du CEPF en haut à droite, vous avez la possibilité de choisir les langues, et il y a également le malagasy en plus du français. En termes de notre investissement dans le hotspot de biodiversité de Madagascar et des îles de l'océan Indien, ce que je voulais souligner, c'est qu'on va souvent utiliser l'acronyme MADIO pour Madagascar et îles de l'océan Indien, donc MADIO. Nous avons, sur la carte que vous voyez par exemple qu'il y a Mayotte et la Réunion. Mayotte et la Réunion font bien partie du hotspot de Madagascar et des îles de l'océan Indien. Cependant, ces deux zones ne sont pas éligibles au CEPF puisque faisant partie de la France, des territoires français. Donc, je voulais souligner ce point-là. Ils ne seront jamais éligibles au CEPF. Voilà, je vais peut-être faire maintenant un bref aperçu de notre investissement CEPF dans ce hotspot.
Donc, nous avons commencé nos investissements en 2001, comme je vous le disais, et depuis 2001, nous avons eu presque 18 millions d'investissements pour des subventions dans ce hotspot, avec un premier investissement qui avait 4,2 millions de dollars, qui s'est focalisé exclusivement sur l'île de Madagascar. Et puis, il y a eu une phase de consolidation de 1,4 million également sur la grande île. Ensuite de ça, on a eu l'investissement que beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont dû connaître, investissement avec ma collègue qui suivait en tant que directrice, qui était Monique Vieille. Donc ça, c'était un investissement de 12,3 millions, mais qui cette fois s'étendait aux autres îles du hotspot. Et maintenant, grâce à des fonds du Fonds vert pour le climat, le Green Climate Fund, nous avons un nouvel investissement qui nous permet d'investir environ 8 millions de dollars en subventions sur Madagascar et environ 2,6-2,7 millions sur les Comores, Maurice et Seychelles respectivement. Donc, un investissement de 16 millions pour 5 ans, donc de 2022 à 2027, comparé aux presque 18 millions que nous avons eus, mais sur un pas de temps de presque 20 ans. Donc, vous comprenez bien que cet investissement est beaucoup plus conséquent que les investissements précédents. Et ce que je veux souligner, c'est la niche de cet investissement. Nous allons soutenir des actions qui sont des actions d'adaptation fondées sur les écosystèmes, comme je le disais au début. Donc les AFE, qui permettent de restaurer, de mieux gérer les zones clés pour la biodiversité, ces zones clés qui en fait fournissent les services écosystémiques les plus importants pour la résilience au changement climatique, la résilience des espèces, des écosystèmes, mais bien évidemment des populations locales les plus vulnérables en partie. Donc, c'est un élément clé de cet investissement que nous ne soulignerons jamais assez, j'imagine, par rapport à ce que le CEPF faisait auparavant. Je vais maintenant laisser la main à Eva, Eva qui est notre chef d'équipe pour cet investissement. Et bonjour Eva. Bonjour Peggy, merci beaucoup et bonjour également à tous. Et je réitère les remerciements pour vous tous pour avoir été présents aujourd'hui lors de cette première session de présentation de l'investissement de CEPF. Donc, le nouvel investissement va se dérouler à partir de 2022 jusqu'à 2027. Comme Peggy vient de mentionner, cet investissement-là sera donc géré par une équipe de mise en œuvre régionale qu'on appelle communément RIT, R-I-T, et vous allez voir RIT parmi la plupart de nos supports de communication. Donc, le RIT est formé principalement par 5 types d'organisations. Il y a UICN et SAFFJKM qui est le lead du RIT Madiou 2. UICN qui travaille principalement donc, dans la conservation de la nature et la protection donc, des biodiversités menacées. SAFFJKM basé à Madagascar et UICN qui est basé aux Pays-Bas d'ailleurs. SAFFJKM basé à Madagascar qui est une ONG nationale travaillant dans le domaine de l'environnement, du changement climatique et du développement communautaire. On a également ID ou Initiative Développement qui a une branche ici à Madagascar mais qui est basée principalement aux Comores et qui travaille en étroite collaboration avec les OSC locales donc en termes d'accompagnement et de renforcement de capacité. On a également Forena, basée à Maurice, ou Fondation Ressources et Nature, qui travaille aussi principalement donc, dans le développement durable, tout ce qui est reboisement, espèces exotiques et endémiques et protection de la nature. Et enfin, on a SEICAT ou Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust, basé aux Seychelles, qui est également une fond d'adaptation travaillant dans le développement durable et plutôt donc lié à tout ce qui est conservation marine. Donc, on est donc ces 5 organisations-là donc à travailler en étroite collaboration avec CEPF pour cet nouvel investissement.
Pour un des aspects qui différencie ce nouvel investissement-là, donc avec l'ancien investissement de CEPF, c'est que pour les 5 prochaines années, on va se focaliser sur l'intégration du changement climatique et pour la promotion donc de l'AFE ou adaptation fondée sur les écosystèmes. Comment savoir donc si votre projet ou vos activités cadrent dans cette approche-là? On va demander à Paul donc de nous apporter un peu plus d'explications sur l'adaptation fondée sur les écosystèmes. Merci beaucoup, Eva. Donc, oui, le principal aspect de ce nouvel investissement du CIPF est que les activités et les projets devront être axés sur des activités d'adaptation fondées sur les écosystèmes. Dans la manière d'appréhender ça, c'est d'utiliser les écosystèmes présents, soit de les conserver, de les gérer, de les restaurer, ou de les utiliser pour aider les populations à s'adapter au changement climatique. Donc, en fait, c'est restaurer ou conserver les services écosystémiques produits par les écosystèmes afin de s'adapter et d'améliorer la variabilité et l'adaptation au changement climatique. Donc, beaucoup de documents peuvent être trouvés sur Internet à propos de cela et vous pouvez toujours nous questionner pour savoir si vos projets pourront être pris en compte par rapport à cette niche d'investissement. Merci. Je reprends la main pour vous donner quelques recommandations clés. Comme vous voyez, clé est en gros et souligné. C'est parce que ça se base sur nos expériences précédentes. Donc, par rapport à l'investissement précédent à Madagascar, je veux souligner une des leçons apprises qui est qu'il y a un taux de succès seulement de 9,3%. Donc, les raisons pour ce taux de succès si bas, quand je dis de succès, c'est par rapport aux appels à projets. Donc, on lançait un appel à projet, 100 candidatures étaient reçues, seulement 9,3% de ces 100 candidatures étaient retenues pour être financées. C'est très bas, c'est plus bas que pour certains hotspots. Donc, on vous encourage vraiment à lire en détail les appels à projets. Passez du temps à lire les critères d'éligibilité. Discuter de vos projets avec l'équipe régionale de mise en œuvre et les représentants dans vos pays respectifs. Cet investissement que vous passez sur la compréhension de l'appel à projet vous permettra de ne pas perdre votre temps sur un projet, à développer une lettre d'intention sur un projet qui ne serait pas éligible. Nous aurons d'autres appels à projets, notamment en début d'année prochaine. Nous allons couvrir d'autres thématiques, nous allons couvrir d'autres régions, d'autres KBAs, zones clés pour la biodiversité, pardon. Donc, ne vous ruez pas sur cet appel à projet. N'essayez pas de faire que votre projet rentre plus ou moins dans notre appel à projet, dans les critères d'éligibilité, si ce n'est pas le cas à l'origine. Ce qu'on voulait mettre aussi en avant, c'est de bien respecter les formats. Ça, c'est notamment pour les petites subventions qui ont un format Word pour la lettre d'intention et un format Excel pour le budget. Évitez de nous envoyer un PDF. C'est mieux de garder les formats et n'altérez pas ces formats types que nous avons partagés avec vous. Ne surévaluez pas votre budget. Je sais que c'est tentant de vouloir demander le maximum quand on n'a pas vraiment accès à des ressources financières de façon fréquente et facile. Cependant, une autre leçon de l'investissement précédent, c'est que nous avons dû faire beaucoup d'avenants pour prolonger la durée des projets parce que ceux-ci n'avaient pas pu dépenser les financements à temps. Sauf qu'à un moment où notre investissement a une fin, et donc il y a eu des financements qui sont revenus au CEPF à la fin
puisque les porteurs de projets n'avaient pas pu dépenser tous les fonds. Donc, évaluez vos besoins financiers plus par rapport à vos besoins que par rapport à l'enveloppe budgétaire disponible. C'est ça que je voulais mettre en avant. Et si jamais vos projets vont très bien, se développent bien et que nous avons un commun accord à continuer, rien ne nous empêche de faire une extension, mais cette fois-ci une extension à la fois de temps et une extension financière. Donc, c'est ça que je veux souligner sur ce point-là. Le point suivant, c'est on vous recommande évidemment de consulter les parties prenantes, les acteurs, les communautés locales pour avoir leur soutien, mais pour aussi éviter des doublons en termes de projets. Et puis aussi pour peut-être, et on l'espère, proposer des projets régionaux. Comme vous le voyez, nos investissements cette fois-ci sont plus conséquents. On travaille sur les 4 pays du hotspot. Donc, évidemment, nous sommes intéressés par des projets régionaux. Et enfin, nous vous recommandons d'être clairs et de quantifier vos résultats ou vos impacts, ou ce qu'on appelle aussi les outcomes de vos projets, et d'indiquer vraiment comment vous comptez les mesurer. Donc, ça, c'est la partie suivi évaluation. C'est très important. Et la raison pour laquelle je souligne ça, c'est que c'est un peu parfois le parent, l'enfant oublié, comme on dit, le parent oublié, j'ai oublié maintenant. Enfin, on oublie souvent cet aspect-là. Or, le CEPF a un cadre logique pour cet investissement. Le cadre logique, vous le trouvez au chapitre 15 du profil d'écosystème. Si je ne m'abuse, c'est à partir de la page 300. Donc, c'est un gros document, comme vous vous en doutez. Mais donc, à partir de la page 300, vous avez ce chapitre 15 qui présente le cadre logique. Et dans ce cadre logique, nous avons ce que l'investissement du CEPF sur ces 5 ans à venir doit atteindre comme objectif. Ces objectifs, donc ces outcomes sont quantifiés. Vous avez un exemple ici sur le outcome numéro 1. Donc, essayez de bien vous imprégner de ce cadre logique pour voir dans quelle mesure votre projet va contribuer à ces outcomes. Et évidemment, de souligner ça dans votre lettre d'intention et de dire comment vous allez mesurer vos impacts. Voilà, nous allons donc maintenant ouvrir une session de questions. Alors ça, c'était plus la partie introduction, CEPF, AFE et quelques recommandations, mais on a encore toute une session ensuite. Donc, ça va être une session de questions maintenant très courte, mais on aura encore beaucoup plus de temps à la fin de la deuxième partie de la présentation. Et je vais laisser Marc faciliter cette session. Marc? Et merci, l'expression était bien le parent pauvre. Merci. Marc? Oui, bonjour à tout le monde. J'ai vu regarder un peu le chat et je crois qu'il n'y a pas encore de questions dans le chat. Donc, pour l'instant, juste pour soulager un peu la session, nous avons quelques minutes pour 2 ou 3 questions les plus pertinentes. Donc, Gemia Dante, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Merci aussi pour cette présentation. J'avais 2 petites questions. La première, c'était sur je l'avais vu sur le site, hein, mais je voulais juste bien comprendre. Là, ce que vous nous présentez, c'est valable à la fois pour les small grants et les large grants, ou on parle uniquement des small grants? C'est les 2, en fait. Ok, d'accord. Donc là, on est bien valable sur les 2. Et donc, du coup, la deuxième question, c'était, je pense qu'on est passé un peu vite sur la zone qui n'était pas éligible. Est-ce que vous pouvez juste redonner cet écran, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas? Oui, Paul. Oui. Merci beaucoup. Jémila, on va avoir un point beaucoup plus important dans la présentation qui suit sur les zones éligibles. Oui. Là, cette carte-là, c'était plus pour vous montrer le hotspot et juste souligner le fait que Mayotte et La Réunion ne sont pas éligibles, mais que par contre, les Comores, Seychelles, Maurice,
sont éligibles, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les investissements précédents du CEPF. Mais ne vous inquiétez pas, on a une diapositive spécifiquement sur les zones éligibles pour cet appel à projet. Oui, ok. Bah, je reposerai la question à ce moment-là. Ça va. J'avais vu une liste qui était très, très dense de KBS au moment où j'avais commencé à regarder pour les large grants. Et donc, ça m'intéresse effectivement de savoir, puisque j'arrivais pas à identifier la région nord-ouest, alors que en fait, justement, j'ai un projet de restauration corallienne sur cette zone. Donc voilà, ça m'intéresse effectivement d'avoir un peu plus de détails à ce niveau-là. Merci. OK, merci pour l'instant. Je vois Philippe Pengano, s'il vous plaît, Philippe. Oui, bonjour Marc, bonjour à tous. Philippe Pengano, donc basé au Parc national de Mohéli aux Comores. J'avais une question sur le scope des projets. Nous sommes parc national autonome, c'est-à-dire qu'on a une liberté de contracter sans passer par le ministère. On a une autonomie de gestion administrative, juridique et financière. Donc, je voulais qu'on puisse confirmer l'éligibilité de notre parc à soumissionner au CEPF. Ça, c'est une première question. La deuxième, nous sommes à la fois parc marin et parc terrestre. Est-ce qu'on peut envisager de présenter des projets qui concernent à la fois les bassins versants et l'environnement côtier et marin, ou simplement le limiter aux côtiers et marins? Oui, Peggy, est-ce que tu voudrais répondre à ces questions? Oui, bien sûr. Bonjour Philippe. Donc, en termes d'éligibilité, pour tout ce qui est institution qui est en lien avec un gouvernement, il y a 3 points clés qu'il va falloir clarifier avant de pouvoir dire si vous êtes éligible ou pas, qui sont les 3 points listés dans l'appel à projet et que nous allons recouvrir de nouveau brièvement dans la présentation qui va suivre. Mais grosso modo, c'est de ne pas pouvoir vous prémunir de l'immunité si jamais il y a un souci avec la subvention, que nous puissions récupérer l'argent, que vous ayez une sorte de board ou de comité indépendant, enfin une sorte d'indépendance décisionnelle du gouvernement, et que vous soyez aussi habilité à recevoir des fonds privés. Voilà, et que ces fonds-là ne soient pas sur un compte en banque que vous ne gérez pas en direct. Ce sont les 3 points en général pour toute organisation en lien avec le groupe. Merci, on a déjà débattu de ça un petit peu avec ID et je connais vos critères et selon nous, on est éligible. Hein. Nos statuts de parc nous donnent répondent positivement à l'ensemble des critères qui sont les vôtres. Bon, après, il faudra sans doute confirmer cela, mais a priori, oui. Ça, c'était ma première question. OK. Je pense, Philippe, il y a encore une autre session et on aura beaucoup de temps pour plusieurs questions. Donc, je voudrais laisser ça pour l'instant. Mais je pense que le mot-clé ici, c'est de bien lire l'appel pour le projet. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de détails qui sont déjà mentionnés sur le site web de CEPF et sur nos sites aussi. Et nous restons à stand-by pour toutes votre questions, même par email après ça. Hein? J'avais une autre question dans le chat, je crois. Juste, pardon, Marc, mais sur la deuxième question, sur la partie éligibilité géographique, donc ça, Philippe, c'est par rapport si la zone terrestre fait partie de la zone clé de biodiversité et que c'est une zone clé de biodiversité éligible, donc le projet peut s'étendre sur l'intégralité de cette zone-là. D'accord, merci beaucoup.
OK, donc pour ne pas perdre trop de temps, je vous recommande vraiment de mettre vos questions, les autres questions dans le chat. On va sauvegarder le chat et on peut répondre à toutes ces questions après sur notre site web avec une partie questions-réponses publiques. Donc, chaque question, on va noter et on va vous donner les réponses dans le site web. Et à la fin de cette session, nous avons encore 45 minutes pour des questions. Donc, Eva, je propose qu'on continue la session actuellement. Oui, donc merci beaucoup, Marc. Pour la suite de la session, on va plutôt parler donc des différentes activités éligibles, des zones géographiques éligibles et également des différents autres critères d'éligibilité. Comme vous le savez, CEPF avait donc développé un document qu'on appelle Profil écosystème et qui regroupe donc l'ensemble de ces différents critères-là. Et on va essayer d'expliquer et d'aller donc petit à petit à travers ces critères. Diapositive suivante. Donc, pour l'appel à lettre d'intention pour les grandes subventions, on a déjà l'ensemble de cet été-là. Donc, l'appel qu'on avait diffusé. Les pays éligibles, donc ce sont les 4 pays, Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles. On avait lancé l'appel le 15 novembre, donc le deadline sera donc le 23 décembre à 23 heures, heure de Washington, D.C. Les priorités d'investissement qu'on va expliquer après sont donc les priorités 1.1 et, pour Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles et 1.2 donc pour seulement Comores et Seychelles. Et pour ce qui est de la taille de la durée maximum de subvention, on a supérieur à 50 000 $ USD et on peut avoir des durées variables tant que ça ne dépasse pas donc décembre 2026. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour les petites subventions, on avait également lancé l'appel le 15 novembre. Quoi qu'il en soit, donc l'appel ne sera fermé qu'en le 2 février 2023. On a également les 4 pays qui sont éligibles aux petites subventions, mais cette éligibilité-là dépendra donc des différentes priorités d'investissement. 1.1 pour les 4 pays encore, 1.2 donc pour seulement Seychelles et 3.1 pour Madagascar. Pour la taille de subvention, les petites subventions sera donc au-delà de 50 000 USD. Et également pour la durée, c'est variable, mais ça ne devrait pas dépasser donc décembre 2026. C'est la suivante, s'il vous plaît. Donc, les différentes orientation stratégique ou investissement prioritaire de CEPF. Pour cette première appel-là, on a 5 différents investissements prioritaires. Si vous pouvez donc lire en détail l'écosystème profil, le profil écosystème. Mais pour cette première appel-là, donc, on va se focaliser sur la priorité d'investissement numéro 1, qui est plutôt donc a pour objectif de donner aux communautés et à la société civile donc des moyens de mettre en œuvre des actions relativement à l'écosystème Best Adaptation ou l'AFE. Donc, ce sont des actions qui sont des actions de résilience de l'écosystème et des communautés donc par rapport au changement climatique. Et pour l'orientation stratégique numéro 3, ça se focalise surtout sur des questions de renforcement de capacité des communautés locales et des organisations de la société civile, donc pour pouvoir arriver de 1 à protéger l'écosystème, mais aussi de 2 à arriver à une résilience communautaire donc par rapport au changement climatique. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, pour l'orientation stratégique 1, on a ici 1.1 et 1.2. Donc, ça se divise en deux principalement. Donc, 1.1, ce sont, comme je l'avais dit, toutes les actions qui sont liées donc à l'écosystème Best Adaptation ou à l'AFE. On peut, par exemple, donner l'exemple de l'agriculture climato-intelligente, de la gestion durable des zones côtières, des mangroves. On peut également parler de restauration forestière, d'éradication des espèces envahissantes,
ou également tout ce qui est suivi écologique, de renforcement de capacité des communautés, donc en termes de suivi écologique. Donc, ce sont des actions qui sont directement faites au niveau des écosystèmes prioritaires qu'on appelle écosystèmes critiques et dont on va expliquer plus en détail donc, quand on vous parlera des KPIs. Et pour l'investissement 1.2, ce sont surtout donc tout ce qui est activité économique et liée ou qui sont effectuées donc aux alentours de des zones à partir desquelles on va donc mettre en œuvre l'activité 1.1. Donc, plutôt, ce seront donc des activités de l'amélioration de la subsistance des communautés, de leur résilience. Ce sont des activités qui vont se baser sur des chaînes de valeur de produits naturels, sur la protection des services écosystémiques, mais qui vont donc générer une amélioration des conditions de vie, mais surtout la résilience des communautés par rapport au changement climatique. Donc, si on résume, pour la priorité d'investissement 1.1, elle est éligible pour les grandes et petites subventions dans les zones clés de biodiversité prioritaires. Pour l'investissement 1.2, elle est également éligible pour grandes et petites subventions, mais pour les grandes subventions, c'est pour seulement Comores et Seychelles. Les petites subventions, c'est seulement pour Seychelles. Donc, vous pouvez voir tous ces différents investissements prioritaires, donc plus en détail dans l'écosystème profil. Slide suivant, s'il vous plaît. Pour l'orientation stratégique numéro 3 ou direction stratégique numéro 3, on va plutôt se focaliser sur des renforcements de capacité des organisations de la société civile, qui peuvent être des renforcements de capacité technique, des renforcements de capacité de gestion administrative, financière, ou sur la gestion des écosystèmes, la lutte contre le changement climatique. Une chose qu'on voudrait juste préciser, c'est que qui sont les organisations de la société civile pour le CEPF. Donc, on peut trouver cette définition-là dans le site, mais ce sont surtout les organisations non gouvernementales, les communautés de base, les organisations des peuples autochtones, les universités et les petites entreprises que CEPF considère donc comme le troisième secteur de la société, outre les entreprises et le gouvernement. La suivante, s'il vous plaît. Donc, on va essayer de vous présenter plus en détail les KPI, donc les zones clés de biodiversité qui sont éligibles pour cet investissement. Donc, dans le document du profil d'écosystème, il y a des cartes et des listes de ces KPI ZCB sélectionnés prioritaires par le CEPF. Donc, pour la priorité d'investissement 1.1, cela va concerner les ZCB, donc des Comores, de Madagascar, de Maurice et 11 de Seychelles. Pour la priorité d'investissement 1.2, cela va correspondre aux zones clés de biodiversité de Comores et de Seychelles pour les grandes subventions et seulement Seychelles pour les petites subventions. Pour la priorité 3.1, celle-ci n'est pas liée aux zones clés de biodiversité et donc peut être faite sur l'ensemble de Madagascar, mais comme présenté avant, une priorité sera donnée aux projets qui vont renforcer les capacités des organisations travaillant dans ces zones clés de biodiversité. Pardon. Hop là. Donc, sur le site internet de l'UICN Pays-Bas et aussi dans les lettres d'intention, il y a un lien pour vous ramener à une carte interactive pour pouvoir voir plus en détail quelles sont les zones clés de biodiversité prioritaires et éligibles pour cet appel. Donc, c'est une carte interactive que vous pouvez cliquer et vous rapprocher dessus. En vert, ici, seront affichées les zones clés de biodiversité prioritaires pour cet investissement, donc pour Madagascar et les autres îles. Si vous sélectionnez la deuxième coche, vous allez avoir les zones clés de biodiversité prioritaire mais non éligibles pour cet appel qui vont s'afficher en rouge. Donc, cela concerne 9 ZCB KPI dans les Seychelles. Et en dernier, si vous affichez le dernier, c'est l'ensemble des zones clés de biodiversité non éligibles
non prioritaires pour CIPF pour cet investissement, qui peuvent être peut-être potentiellement prises en compte lors de l'écriture de vos propositions. Donc, le lien a été remis dans le chat. Il est aussi présent dans le site internet de l'UICN Pays-Bas relatif à l'appel à projet. Il est aussi présent dans les 2 documents d'appel à lettres d'intention. Et enfin, ces cartes et cette liste sont aussi présents dans le chapitre 14 du profil d'écosystème. Donc, pour ce qui est de la chronologie des appels, comment est-ce que ça va se passer? On avait lancé les 2 appels pour les grandes subventions et les petites subventions 15 novembre dernier. Donc, pour les grandes subventions, le deadline sera donc le 23 décembre. On va procéder à premier examen donc des lettres d'intention en février et mars. Il y aura une première notification des organisations qui sont shortlistées donc à mi-mars 2023. Et après, on leur demandera ensuite de développer un full proposal ou un projet plus élaboré, donc en mars et juin, pour pouvoir faire sortir une liste de candidats définitifs, donc en juin 2023, et passer à une contractualisation. Pour les petites subventions, l'appel a également été lancé le 15 novembre, mais le deadline sera donc le 2 février 2023. Pour cette part, la différence, c'est que là, on n'y aura pas de développement de full proposal. On aura seulement à examiner les lettres d'intention. Donc, l'examen sera en février-mars. La notification des organisations qui sont shortlistées sera en mi-mars 2023. Le projet donc sera élaboré en mars-avril 2023 pour pouvoir passer à une contractualisation donc avec IUCN-NL en mai 2023. Donc à peu près pour les large grants, on aura un process qui va durer 7 mois et pour les small grants, ce sera un peu moins, donc 5 à 6 mois à peu près. Slide suivant, s'il vous plaît. Pour les autres critères d'éligibilité, ça se réfère surtout donc au type d'organisations qui sont éligibles à postuler donc aux appels de CEPF pour les large et les small grants. Donc, les organisations ou groupes communautaires, universités, entreprises privées donc, sont les bienvenus à postuler. Quoi qu'il en soit, ils devront être autorisés par les lois nationales à recevoir des fonds et aussi les institutions gouvernementales qui ont une personnalité juridique indépendante du gouvernement peuvent également postuler. C'est le cas, par exemple, de certaines universités qui ont des statuts indépendants. Il y a également les candidats qui sont basés en dehors de ces zones de l'hotspot de biodiversité, mais qui veulent donc faire des activités à l'intérieur de ces zones-là. Donc, ils peuvent également postuler tant que les interventions sont donc dans le hotspot de biodiversité Madiou. Et enfin, on encourage vraiment donc les postulants à faire des projets conjoints avec d'autres organisations ou également à proposer des projets qui sont multirégionaux. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour les activités inéligibles, vous pouvez voir une liste exhaustive de ces activités-là dans l'appel à projet. Donc, on ne va pas citer toutes les activités ici. On va juste donner quelques exemples. Par exemple, là, il n'est pas permis d'utiliser les subventions de CEPF pour l'achat de terre, l'achat d'armes à feu, l'utilisation des pesticides ou de substances nocives, le déplacement ou réinstallation volontaire de population, en général. Donc, ce sont toutes activités qui sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur l'écosystème et également sur les communautés. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, si vous avez des questions jusque-là, vous pouvez prendre la parole. Amada Mati.
Bonjour à tous. Moi, c'est Lubna Salami Hamidi de l'ONG AIDE Comores. Nous sommes intéressés sur le deuxième propriété d'investissement pour les grandes subventions. Mais quand on entre dans le canevas des grandes subventions, on ne voit pas comment postuler pour les grandes subventions pour la propriété numéro 2. Merci. Peggy, do you want to respond to this one, please? Oui. Donc, en fait, malheureusement, je voulais vous montrer comment aller sur enfin, comment vous orienter sur le site de Conservation Grants, qui est la plateforme qu'on utilise pour les appels à projets, sauf que un de mes collègues a dû changer le mot de passe que nous avions, donc j'essaie de le récupérer. Mais en fait, juste pour répondre à cette question plus spécifiquement, quand vous allez sur la plateforme, vous n'allez pas, en suivant le lien que nous avons donné dans l'appel à projet, vous n'avez pas besoin de spécifiquement lier, enfin, comment dire, il n'y a pas un onglet spécifique pour juste dire que vous allez travailler sur l'investissement, la priorité d'investissement 1.2. C'est dans le contenu de votre lettre d'intention que vous allez indiquer que votre projet se focalise plus sur cet investissement, cette priorité d'investissement-là. Il n'y a pas de lien à faire, j'entends par lien, j'entends cliquer pour qu'on on soit sûr que c'est cet investissement-là que vous priorisez. Et pendant qu'on va continuer à parler, je vais essayer quand même de récupérer ce nouveau mot de passe. Sauf qu'aux États-Unis, tout le monde est en train de dormir, donc c'est pas gagné, mais je vais quand même essayer. Si j'y arrive, je pourrai vous montrer un peu plus la plateforme tout à l'heure. Des autres questions, s'il vous plaît. C'est votre chance aujourd'hui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des autres questions à poser? N'hésite pas. Philippe, oui, s'il vous plaît. Oui, juste une question. Est-ce qu'on peut considérer le recours au CEPF comme le cofinancement d'un autre projet important sur lequel on se positionne? Peggy, you want to answer that? Oui, although you know the answer. Yeah. Donc, oui, vous pouvez tout à fait. En fait, le CEPF ne demande pas de cofinancement. Donc, vous pouvez très bien faire un projet exclusivement basé sur les financements du CEPF. Mais par contre, nous apprécions fortement, enfin, ce n'est pas un critère, je vais être très claire, ce que je vais dire n'est pas un critère de choix des projets. Mais par contre, nous apprécions quand un de nos financements vous permet d'accéder à d'autres financements. C'est-à-dire qu'on met la petite graine et ça permet de faire pousser un arbre plus grand. Voilà, mais ce n'est pas un critère d'éligibilité. Vous pouvez très bien avoir un projet 100% financé par le CEPF. Merci beaucoup. Oui, Christiane, s'il vous plaît. Oui, bonjour, c'est Christiane de Money for Madagascar. La question, c'est par rapport à l'éligibilité des zones. Est-ce que, en dehors des aides CEB, dans les appels à proposition, dans les détails, c'est marqué que on peut soumettre en dehors de ces zones-là. Est-ce que ça reste valable? Est-ce que ce soit pour les grandes ou les petites subventions? Merci. Peggy, you want to answer this one? Oui, mais oui. Donc, pour les grandes subventions, puisque nos priorités d'investissement sont les priorités d'investissement 1.1 et 1.2 qui tombent sous la direction stratégique 1,
uniquement les zones clés pour la biodiversité prioritaire que nous avons listées comme éligibles pour cet appel à projet seront donc éligibles. Donc, tout projet qui ne serait pas dans ces zones-là ne serait donc pas éligible pour cet appel à projet pour les grandes subventions. Il y aura d'autres appels à projets où les 9 zones clés pour la biodiversité des Seychelles qui ne sont pour l'instant pas éligibles seront éligibles dans un appel à projet futur. Donc ça, c'est important de souligner. Par contre, les zones pour cette direction stratégique numéro 1 et tous les investissements prioritaires qui se trouvent dans cette stratégie numéro 1, ce sera toujours uniquement les zones clés pour la biodiversité prioritaires. Par contre, nous avons d'autres directions stratégiques et c'est pour ça que je vais parler maintenant des petites subventions, puisque vous avez pu voir que pour les petites subventions, vous avez la direction stratégique numéro 3 avec l'investissement, la priorité d'investissement 3.1. Cet investissement-là, cette priorité d'investissement-là, par contre, est ouverte à des projets qui ne sont pas dans les zones clés pour la biodiversité, les zones clés prioritaires. Vous pouvez donc soumettre un projet de renforcement de capacité des organisations qui travaillent à Madagascar, mais pas forcément dans ces zones-là. Par contre, on aura une préférence pour les projets qui vont soutenir les renforcements de capacité des organisations que ces organisations-là travaillent dans des zones clés prioritaires pour le CEPF. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas éligibles. Donc, je voudrais seulement ajouter que vous devrez aussi bien comprendre que, bien sûr que oui, nous pouvons toujours financer des différents projets indépendants, mais le but, c'est clairement de chercher la synergie entre les acteurs. Parce que le but final, c'est de donner un impact palpable et durable dans la zone. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi de focaliser cet appel sur quelques aspects très spécifiques et les prochains appels seront possiblement avec des autres priorités ou des autres zones géographiques. Mais l'intention est vraiment de créer un mouvement de synergie entre vous, entre les différents acteurs. Oui, Hamada, s'il vous plaît. J'ai vu votre main, oui. Oui, merci. C'est l'ONG AIDE aux Comores. Je voulais savoir aussi si une ONG peut postuler dans les deux, dans la grande subvention et la petite subvention. Mais aussi, je voulais savoir aussi si vous pouvez nous faire une petite réunion, une petite formation pour mieux comprendre la plateforme. Parce qu'il y a des fois, nous avons des difficultés d'entrer dans la plateforme pour la candidature, la lettre d'intention. Merci. Je vais réagir tout de suite sur ce dernier point. Il y a un manuel pour les utilisateurs, manuel pour les utilisateurs de cette plateforme. Donc, on mettra le lien vers ce manuel sur le site de l'IUCN. Et je vais essayer de le mettre dans le chat aussi pour que vous puissiez y accéder. Si vraiment vous restez bloqué sur l'utilisation de ce site, on pourra en discuter avec la RIT, avec l'équipe régionale de mise en œuvre. Et j'ai déjà oublié votre première question. Pardon. Ok. Ma première question, c'était est-ce que une ONG peut postuler dans les deux grandes dans la petite subvention et la grande subvention? C'est possible de postuler les deux? Oui, et vous pouvez aussi envoyer 2 projets pour des petites, ou 3, ou 4, ou pareil pour les grandes. Vous pouvez, il n'y a pas de limite en termes de nombre de projets que vous déposez et de subventions que vous pouvez obtenir du CEPF.
Tout ça, ce sera au mérite évidemment de la proposition que vous enverrez, enfin des propositions que vous enverrez et de la contribution, des contributions de ces projets vers les objectifs ou les outcomes dont j'ai parlé en début de présentation. Donc, vous pouvez être bénéficiaire de plusieurs subventions au CEPF. Ok, merci beaucoup. Ok, Ibrahim, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez encore une question? Ibrahim, sinon, on passe à Alice. Alice, vous avez des questions? Vous avez la main levée? Oui, bonjour à tous. J'avais une question du coup sur les zones prioritaires. Je reviens dessus, désolée. Donc, notamment en ce qui concerne celle de Moélie, puisque donc la priorité KBA eligible, elle est uniquement donc sur l'écosystème marin et côtier. Et je vois que donc il y a une zone non prioritaire qui, elle, est située à l'intérieur des terres. Est-ce que c'est possible de soumettre un projet donc sur cette aire sur cette KBA éligible, mais étendre les activités à la zone du coup non prioritaire? Marc, on en parlait hier. Tu veux répondre ou je réponds? Bon, tu réponds pour... Donc, pour c'est en fait les zones clés pour la biodiversité prioritaire éligible qui vont déterminer l'éligibilité du projet. Nous allons donc financer les activités qui seront sur ces zones clés, enfin, c'est KBAs, je vais le dire en anglais parce que c'est plus facile pour moi, sur les KBA prioritaires et éligibles. Si vous avez des activités qui se trouvent sur un autre KBA, une autre zone clé, mais que celle-ci n'est pas éligible, ce serait donc a priori financé par un autre bailleur, pas par le CEPF. Ça devrait être clair que le CPF ne peut pas financer tous vos besoins. Hein? Donc, c'est bien clair, vous devrez choisir quel est le projet qui tombe dans les critères du CPF. Et pour les autres aspects, vous devrez chercher un autre bailleur de fonds. Hein? Je pense que c'est... Ouais. Donc, mais bien sûr que... Les non prioritaires, on peut pas, enfin, les activités qui seraient potentiellement mises en œuvre dans ces zones qui sont non prioritaires ne pourraient pas être financées par le CEPF. Mm-hmm. Et c'est bien clair que pour ça qu'ils ont appelé zone prioritaire, parce que nous voulons vraiment créer cette synergie autour de certaines thématiques ou certaines géographies. Oui, je comprends, mais comme les deux écosystèmes sont très liés, finalement, avoir des activités uniquement sur la partie marine sans parler des bassins versants, enfin, je pense qu'on louperait beaucoup de leviers d'action sur la zone prioritaire. Oui, non, je vous comprends bien. Mais donc, la question reste comme il est, qu'il y a certaines activités qui seront éligibles pour un financement CPF et les autres pas. Ça ne veut pas dire que les autres aspects ne sont pas d'importance, mais ils auront besoin d'une autre source de financement. Donc, le CPF, en ce cas, peut financer une partie de ces activités, de ces problématiques. Et bon, vous avez toujours la chance, l'opportunité de parler plus en détail avec votre représentant du RIT dans votre pays, donc dans le cas de Comores, les idées. Oui, ok, bon, très bien, merci. Oui, et nous restons aussi, l'email est patient, donc vous pouvez toujours poser des questions par email. J'ai vu une autre main levée de Jamila, s'il vous plaît.
Oui, rebonjour. En fait, c'était quasiment la même question que tout à l'heure. C'était pour savoir si en fait on pouvait dans un projet mettre 2 zones, dont une éligible. Mais je pense que vous avez répondu à la question. Yeah. Et on comprend bien la problématique, mais donc c'est aussi à vous et à nous tous, toujours, à chercher des synergies avec les autres bailleurs de fonds, avec les autres initiatives, parce que la problématique est complexe et une bailleur de fonds ne peut pas résoudre tous ces aspects de cette problématique. Donc, on doit chercher des autres pour nous donner un coup de main pour résoudre la problématique en totalité. Oui, oui. Oui, c'est très clair. Après, moi, c'était un tout petit peu différent dans l'idée que c'était un peu des économies d'échelle par rapport à la restauration corallienne. On fait la même chose dans le sud et dans le nord, sauf que le nord-ouest, en fait, n'était pas une zone prioritaire dans Madagascar, hein, je parle de Madagascar. Donc, mais bon, c'est clair. Je Yeah. pense qu'on va se concentrer. Désolé, mais la réalité, c'est toujours aussi que, comme Peggy avait déjà expliqué, et dans notre expérience, c'est toujours un peu comme ça, que on aura toujours beaucoup plus des appels, de submissions que de fonds. Donc, même si on recevoir 100 propositions de projets qui seront de très haute qualité, on doit faire le choix parce que l'enveloppe budgétaire ne nous permet pas de financer, par exemple, plus de 10. Hein? Donc, essayez de bien lire les conditions de CPF pour assurer que vous êtes bien dans tous les critères pour augmenter votre chance de réussite dans cette match, en fait. Oui, très clair. Merci. Une autre question d'Ibrahim, s'il vous plaît. Le message et la question, je l'avais posé dans le chat. C'est par rapport aux espèces exotiques envahissantes, qui est parmi les priorités. Et j'ai dit au niveau des îles de l'océan Indien, on n'est pas au même niveau de gestion des espèces exotiques envahissantes. Donc, il y a des îles, surtout à l'est, historiquement, qui ont bien avancé en matière de gestion des espèces exotiques envahissantes, qui sont maintenant dans une phase d'éradication, alors que dans d'autres îles comme les Comores, il n'y a pas même une stratégie nationale, il n'y a pas même une liste des espèces exotiques envahissantes. Je pense que c'est la même pour Madagascar. J'ai cherché sur Internet, je n'ai pas vu une stratégie nationale des espèces exotiques envahissantes ou bien la liste nationale des espèces exotiques envahissantes. Donc, éradiquer une espèce, au moins, légalement, il faut un cadre légal. Donc, il faut un cadre légal pour qu'il soit reconnu que c'est une espèce exotique envahissante. Donc, c'est là où je me pose le problème. Et bien que les gestionnaires des aires protégées ou bien des zones, quand ils se sont envahis par des espèces, donc ils peuvent commencer à les retirer, c'est de leur droit, mais le cadre légal même n'est pas posé. Est-ce que, au lieu d'éradiquer dans ce pays, il n'est pas à les soutenir pour qu'ils disposent des outils afin que demain, ils puissent mener des luttes d'éradication? Voilà ma question. Ok, bon, si Peggy, tu me permets. Donc, je pense votre question est assez claire que s'il n'est pas un cadre légal par rapport à les espèces invasives, et vous pensez que c'est vraiment une problématique à attaquer au niveau de Comores, ça veut dire que et quand nous voulons voir un impact à très long terme, ça veut dire quelles sont les priorités pour assurer que le gouvernement va mettre sur pied une stratégie pour éradiquer les espèces invasives. Donc, je pense que vous devrez penser un peu, réfléchir un peu dans ce sens. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens disponibles par un bailleur comme le CPF qui peut permettre à arriver à une stratégie pour éradiquer les espèces invasives ou éviter les autres espèces invasives à venir. Donc, essayez de réfléchir un peu dans ce sens.
Oui, je m'excuse de reprendre rapidement la parole. C'est parce que on avait mené un projet au niveau des îles de l'océan Indien, dans les Comores étaient parmi les porteurs de ce projet, financé par un des bailleurs de fonds de CPF, c'est l'Union européenne. Et c'est encore l'UCN qui était l'institution technique. Mais au niveau Comores, on est arrivé à élaborer les stratégies. Donc, il a été rédigé. Et puis, la liste nationale, à partir de plusieurs transacts qui ont été effectués, on a une poste de la liste nationale. Il reste à être approuvé donc, par le gouvernement, donc une relecture. Donc là, on est bien en avance. C'est en ce sens qu'il n'est pas voulu aller plus loin, que dans un premier temps, c'est un petit budget, peut-être de small ground, qui va permettre que les Comores soient disposés de ces stratégies qui est déjà sous forme de draft, et puis de la liste nationale des espèces exotiques invasantes qui est déjà hiérarchisée, mais sous forme encore de draft. Voilà. Est-ce que, Peggy, tu veux ajouter quelque chose? Non, Ibrahim, ce serait bien si on peut en discuter en direct, parce que c'est un point assez précis. Il va y avoir mon adresse email, donc on pourra en discuter en direct. Je pense que c'est important. Merci. OK. Est-ce qu'il y a des autres questions qui restent? J'ai réussi à... Finalement, je me suis créé un compte sur Conservation Grant, donc je peux montrer éventuellement brièvement comment Oui, ça fais ça. fonctionne. Oui, s'il te plaît. Oui. Alors, je vais partager mon écran. Ça va, Paul, je peux? On avait la diapo juste après, donc on peut Ok, commencer je par vais le ça. faire après quand on aura fini. Ça va, je ferai après. Je vous laisse continuer. Donc, on peut continuer. Oui. Eva. Donc, on va vous expliquer brièvement comment donc soumissionner et soumettre vos lettres d'intention. Pour les grandes subventions, et c'est ce que Peggy va montrer tout à l'heure, ça se fera directement en ligne, donc via le portal Conservation Grants. Vous auriez donc à uploader le document en ligne et aussi à remplir donc quelques cases pour des informations générales autour de l'organisation et du projet. Pour les petites subventions, la soumission va se faire par email. Donc, vous aurez à envoyer la lettre d'intention et aussi les templates remplis pour les budgets à cepf.rythmedieu2@safefjkm.org avant donc les différentes dates limites de soumission. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je crois qu'on a quand même pu réussir à répondre à certaines de ces questions, mais ce sont donc des questions qui sont fréquemment posées par les candidats donc, aux subventions de CEPF. On avait par exemple déjà affirmé qu'il n'y aura pas de cofinancement requis, surtout pour les large grants. Il n'y a pas également de limite en termes de candidature et aussi en termes de nombre de projets qu'on va financer. Cela va dépendre en fait de la qualité des propositions qu'on va avoir et également donc de la disponibilité de fonds pour pouvoir financer ces projets-là. Il y a le nombre de projets financés, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, c'est en fonction du budget, de la qualité de l'offre. En termes administratifs, pour les coûts administratifs éligibles, c'est aux alentours de 13% pour les large grants et 10% donc pour les petites subventions. Pour les projets qui interviennent dans des zones qui sont déjà gérées par une entité, c'est fréquemment le cas des aires protégées. On aura donc besoin d'une lettre de soutien du gestionnaire de la zone avant de pouvoir donc approuver la proposition et connaître en fait qu'il y a eu approbation et collaboration entre les deux entités donc sur les activités proposées. Slide suivante.
On arrive au terme de cette présentation. On a ces différentes adresses email-là, donc auxquelles vous pouvez adresser vos questions si vous en avez encore. Je vais peut-être mettre ça sur le chat et vous pouvez donc rendre ces différents contacts. Il y a également des liens utiles sur l'écosystème Based Adaptation, sur le profil écosystème et également un lien sur le FAQ, donc les différentes questions fréquemment posées. On va également aussi essayer de publier les différentes questions qu'on a eues lors de cette session et apporter des réponses. On va publier ça donc sur le site et on pourra également vous partager ça. Donc, merci à tous. Oui, Peggy, tu dois être... Oh, pardon, excuse-moi. Oui. Tu dois pouvoir partager maintenant. Ok, ça va. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez la page de Conservation Grant? Oui. Ok. Donc, la première chose, alors, moi, je suis dans un Conservation Grant de formation, donc n'utilisez pas cette adresse là-haut, utilisez bien l'adresse qui est dans l'appel à projet. Hein. Moi, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, la première chose, si vous n'avez pas de compte de Conservation Grant, vous pouvez soit cliquer ici. Ça, c'est pour les grandes subventions. Tout ce que je vous montre, c'est seulement pour les grandes subventions. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer ici ou cliquer ici. Vous allez avoir plusieurs questions. Je viens de le faire, donc c'est assez facile à faire. Je pense que je n'ai pas besoin de vous montrer. Par contre, vous pouvez sélectionner ici les différentes langues. L'anglais et le français sont donc disponibles. Je vais le mettre en français. Je n'ai pas besoin de traduire. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, ça va vous donner un lien dans vos adresses email que vous devrez activer. Une fois que vous l'aurez activé, vous devriez... que je me concentre sur le mot de passe, vous devriez pouvoir vous connecter avec les informations que vous aurez entrées vous-même pour créer votre compte. Hop, voilà. Vous arrivez normalement sur cette page-là. Enfin, ça prend un peu de temps, ça prend du temps partout dans le monde, je vous préviens. Vous avez cette page ici, donc je vais déjà commencer par vous montrer ça, qui est là où, bon, évidemment, moi, ce n'est pas le cas parce que c'est l'environnement de formation, mais si vous cliquez ici, vous devriez avoir accès, ah ben c'est le cas, vous avez accès au guide d'utilisation, guide d'utilisateur, pardon, de Conservation Grant. Vous l'avez en français ici, le manuel de l'utilisateur. Donc, surtout, télécharger ce manuel, ça va déjà répondre à pas mal de vos questions également pour comment utiliser le système. Ensuite, en fonction, si le lien que nous vous avons fourni ne vous dirige pas directement dans l'appel à projet de Madagascar, vous pouvez cliquer sur cet onglet qui est « Explorer les opportunités de subvention ». Alors, de nouveau, moi, je n'ai pas la même chose que vous, quand vous vous connecterez, mais ici, vous devriez voir l'appel à projet Madagascar. Donc, ce sera MADIO. Comme je vous disais, c'est l'acronyme qu'on utilise. Vous devriez le voir s'afficher. Une fois vous donc le sélectionnez. Ah, je n'ai pas pris le bon. Ça, ce n'est pas comme l'autre. Pardon. Je retourne en arrière, excusez-moi. Je vais prendre celui-là, je crois que c'est bon. Voilà. Et ici, excusez-moi, il faut que je vous bouge. Ici, vous pouvez donc créer une demande. Une fois que vous avez cliqué sur ce... Bon, je vais le faire, ça, vous l'aurez en direct. Créer une demande. Voilà, vous vous retrouvez donc maintenant sur cette page qui est en fait le début de... Voilà. Qui est le début de votre lettre d'intention en fait. Donc là, vous avez un premier onglet avec des informations à lire. Vous allez ensuite pouvoir commencer à remplir le contenu de votre lettre d'information. Là, évidemment, c'est tout blanc parce que je n'ai pas fait tout ce que vous devriez faire, mais c'était pour vous montrer un peu à quoi ça correspond. Et vous pouvez aller de onglet en onglet pour rentrer les informations par rapport à votre projet. Et ce que je voulais vous indiquer,
Alors, est-ce que c'est sur cet onglet-là ou l'autre? Je crois que c'est un autre. C'est sur un autre, évidemment. Ce n'est pas le bon. Voilà, c'était là. Sur l'information de base sur le projet, c'est là où vous allez pouvoir indiquer sous quelle direction stratégique vous soumettez le projet et quel est le lien. Donc voilà, c'est là l'orientation stratégique. Vous pouvez donc indiquer que c'est l'orientation stratégique numéro 1 pour le CEPF, puisque les grandes subventions, c'est uniquement pour l'instant ouvert à l'orientation stratégique numéro 1. Et vous pourrez ensuite dire où vous travaillez. Corridor, ce n'est pas nécessaire puisque nous n'avons pas de corridor dans le cadre de cet appel de cet investissement pour ces 5 ans, nous n'avons pas de corridor. Vous pouvez juste vous concentrer sur les zones clés de biodiversité. Ce sont des zones à texte, hein, donc vous pouvez juste rentrer ce que vous voulez. Et bien sûr, à la fin, quand vous avez tout rempli, n'oubliez surtout pas de cliquer examiner et soumettre. Et il faudra le faire plusieurs fois jusqu'à ce que il y a plusieurs clics jusqu'à ce que votre proposition soit soumise. Et une fois qu'elle est soumise, vous allez recevoir un message vous indiquant qu'elle est soumise. Je reviens au tableau de bord. Bon, évidemment, je n'ai pas sauvegardé, donc je dois annuler. Voulez-vous continuer? Oui. Je reviens, oui, c'est un peu lent, mais je voulais revenir au tableau de bord parce que quand vous aurez créé votre demande, même si vous ne l'avez pas soumise, vous pouvez revenir dessus et elle apparaîtra ici sur votre tableau de bord, elle apparaîtra à ce niveau-ci. Et vous pouvez donc cliquer dessus, reprendre là où vous en étiez resté et voilà, la soumettre ultérieurement. Je vais arrêter le partage. Non, comment je fais pour arrêter déjà? C'est pas le bon. Pardon. Ah, je suis bloquée. Voilà. Bon, mais ouais. Il y avait une question, Peggy et Marc, pour vous, qui est importante, je pense, pour l'ensemble des participants, c'est savoir est-ce qu'il y a un montant maximum pour les larges grandes et la question associée, est-ce qu'il y a un montant minimum pour les small grandes? Oui. Je laisserai Eva répondre pour les petites. Pour les grandes, il n'y a pas de montant maximum. Par contre, évidemment, les plus grandes subventions que nous donnons sont les subventions par hotspot, je veux dire, sont les subventions que nous donnons à notre équipe régionale de mise en œuvre. Donc, nous n'irons pas au-delà de ce montant-là. Mais pour vous donner une fourchette, en général, au niveau du CEPF, une subvention moyenne, une grande subvention, en moyenne, tourne autour de 150 000 $. Cependant, comme vous avez vu, notre investissement sur ces 5 ans à venir est beaucoup plus conséquent que d'habitude. Nous sommes donc intéressés par des projets plus conséquents. Vous pouvez donc considérer le double ou voire plus en termes de subventions. Par contre, tout projet sera évalué sur sa contribution par rapport à nos outcomes. Vous savez, les objectifs dont je vous ai parlé. Donc, si vous nous demandez 500 000 $ pour une contribution à nos outcomes assez faibles, votre projet ne sera soit pas retenu, soit on va couper drastiquement le budget que vous nous demandez. Donc voilà, soyez, comme je vous le disais, considérez votre projet. En fonction de ce projet, développez votre budget et puis une fois que vous avez fait ça, vous relevez la tête, vous regardez est-ce que ça rentre dans l'appel à projet du CEPF, oui ou non. Si oui, est-ce que mes contributions par rapport au cadre logique du CEPF pour cet investissement sont conséquentes et le CEPF peut comprendre que par rapport à ma contribution qui va être élevée, j'ai donc besoin d'un budget plus élevé. Si vous répondez oui à toutes ces questions, vous pouvez donc soumettre votre proposition. Ça, c'est pour les grandes subventions et je vais laisser Eva répondre pour les petites subventions.
Alors, pour les petites subventions, il n'y a pas non plus de montant minimal et ça rejoint toujours aussi l'explication que Peggy avait donnée. Cela va dépendre d'abord de la pertinence des activités proposées et de l'équilibre de ces activités-là avec le montant que vous proposez. Donc, est-ce que ça va pouvoir vraiment contribuer donc à mettre en œuvre ces activités-là? Et aussi, ça va aussi dépendre de l'impact de l'activité que vous proposeriez. Donc, ce ne sera pas trop intéressant pour nous d'avoir des projets qui sont, par exemple, à 5 000 ou à moins que ça, donc et qui aura aussi moins d'impact. Mais on veut avoir un projet qui sera peut-être à 50 000 ou à 25 000 et qui aura plus des impacts conséquents et qui contribuera plus donc à l'atteinte des objectifs de CEPF. Voilà. Et je voudrais seulement ajouter pour les grands subventions et les petites subventions, bien sûr que notre but, c'est de faire un changement qui est durable. Hein. Donc, vous devrez bien réfléchir si vous voulez soumettre une proposition, surtout pour les grands projets, avec un montant beaucoup plus élevé que le 150 moyen, que comment cet investissement va changer la protection des écosystèmes à très long terme. Hein? Donc, si cette proposition va vraiment changer un système au niveau d'un pays pour de bon, qui va pérenniser un peu les services écosystémiques à très long terme, ça peut être quelque chose qui sera financé. Mais vous devez bien réfléchir sur comment votre projet, votre proposition va contribuer à ce changement à très long terme, à la sauvegarde de ces écosystèmes à très long terme. Hein, pour éviter qu'on finance des projets qui sont pertinents, mais qui n'auront pas des impacts après 4 ans. Hein? Donc, ça dépend un peu de l'ampleur de votre réflexion et l'ampleur, donc l'enveloppe associée à votre réflexion. Hein? Comment on peut pérenniser l'impact de nos actions après projet? C'est ça la grande question toujours. Je voulais aussi, j'ai vu dans le chat, il y avait quelques questions sur la durée des projets. Donc, on a indiqué une durée maximale qui est donc de décembre 2026, donc 3 ans et demi. Par contre, c'est un peu comme les financements, vous adaptez la durée de votre projet en deçà de cette date. Donc, en dessous de cette date, vous adaptez la durée de votre projet selon votre projet. C'est pas à nous de dire pour un projet de restauration ça va durer juste 2 mois, c'est totalement irréaliste, pardon. Donc un projet de restauration, on sait très bien que ça prend du temps, donc la durée maximale de 3 ans et demi serait donc sans doute appropriée. Je donne un exemple. Par contre, pour un projet de renforcement de capacité sur une thématique très précise, ça peut très bien être un projet de 2 mois, comme je donnais ça comme exemple. Donc, je voulais reprendre ça. L'autre point que j'ai vu dans le chat, c'était par rapport aux collaborations nécessaires. C'est-à-dire que si vous travaillez, si votre projet va se dérouler dans une zone où il y a déjà un acteur actif et connu, et que vous n'arrivez pas à obtenir une lettre de soutien de cet acteur-là, ça ne rend pas votre projet nécessairement inéligible. Cependant, il faudra vraiment communiquer avec la RIT pour expliquer les conditions qui font que vous n'avez pas pu obtenir cette lettre de soutien. Et ce sera une décision au cas par cas. Je veux vraiment souligner ça, c'est-à-dire que nous sommes beaucoup plus... Enfin, si vous avez une lettre de soutien à votre projet est d'office éligible. Si vous ne l'avez pas, ce sera au cas par cas, puisque nous savons qu'il y a des zones parfois des zones de tension qui peuvent amener à ne pas obtenir ce type de lettre de soutien, ce qui ne rend pas pour autant un projet
inintéressant et inéligible. Donc, je voulais juste faire cette petite clarification-là. Et une autre clarification que je voulais faire, c'est par rapport à l'utilisation de produits chimiques. Les financements du CEPF ne peuvent pas être utilisés pour l'achat ou l'utilisation de produits chimiques, sauf s'ils répondent à certains critères, et je pense notamment par rapport à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Il y a tout un protocole que nous pouvons suivre pour utiliser certains produits chimiques dans ce cadre-là. Donc, je voulais aussi souligner ça pour les gens qui travaillent, enfin les organisations qui travaillent sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, que vous soyez au courant. Merci. J'ai vu une dernière question à Madi sur est-ce qu'une ONG peut utiliser un compte pour différents projets? Oui, absolument. Et on aime bien ça, nous, que l'argent du CEPF soit sur un compte à part. On aime bien parce qu'évidemment, ça permet d'être totalement transparent sur l'utilisation de nos fonds. Ce n'est pas une obligation, sauf quand ça a été demandé soit par l'IUCN, soit par Conservation Internationale, qui nous héberge, qui est notre bailleur principal, mais aussi nous héberge, et donc gère la partie financière des subventions, la partie financière et administrative des subventions. Donc, ça peut être quelque chose que nous allons imposer aux porteurs de projets, mais ce n'est pas systématique, vous n'êtes pas obligé de le faire, et ne créez rien du tout tant qu'on ne vous l'a pas demandé pour ça. Et les coûts qui sont liés à la gestion de ce compte en banque peuvent être couverts par le CEPF également. OK. Je suis conscient du temps. On doit clôturer. Vous avez toujours la possibilité de poser les questions à votre représentant du RIT dans votre pays, sinon à travers de Eva. Et j'avais une dernière main de Philippe, et ça, c'est la dernière question pour ce matin. Philippe, est-ce que tu as une question pertinente? Oui. Ou... Non, c'est justement, la personne précédente a évoqué des questions de procédure. Est-ce que sur le plan administratif et financier, la mise en place du CEPF aura ses propres procédures, ou est-ce qu'on applique les procédures de l'entité réceptionnaire, ou est-ce qu'on utilise les procédures pour les appels d'offres, enfin s'il y a des achats, est-ce qu'on utilise les procédures d'un de vos bailleurs de fonds? Alors, nous avons nos propres procédures et nous les appliquons lorsque nos procédures sont plus strictes que les vôtres. Si vos procédures sont plus strictes que les nôtres, on est ravis avec les vôtres, pardon. Mais si vous n'avez pas de procédure ou que les vôtres sont moins strictes que les nôtres, nous appliquons les nôtres. Et bien sûr, on vous accompagne là-dessus. Il y aura des formations. Une fois que vous serez sélectionné et que vous aurez une subvention, il y a des formations, il y en a plusieurs. Ça, je parle pour les grandes subventions. Et la RIT l'équipe régionale de mise en œuvre, mettra sans doute aussi en place des formations pour vous accompagner sur les procédures pour les petites subventions. Mais pour les grandes, ce sera avec le CEPF en direct, et on est de nouveau, c'est au cas par cas en fonction de vos propres procédures. D'accord. Ça veut dire que vous faites une analyse des procédures de chaque bénéficiaire avant de savoir si… Ouais, d'accord. Il y a des due diligence qui sont faites, en quelque sorte. Oui, exactement. Oui. Et pour les petits… Oui, Peggy, tu veux… Pardon, oui, je voulais juste dire que ne vous tracassez pas avec ça maintenant, on n'en est que aux lettres d'intention. Oui. Donc, ne vous tracassez pas avec ça. Si jamais, et ce que j'espère pour vous, évidemment, votre lettre d'intention est sélectionnée et qu'on avance sur une proposition complète, ça c'est pour les grandes subventions, c'est là où vous allez avoir le bonheur de remplir nos questionnaires
notamment financiers et de procédures. Et ce sera sur la base des réponses que vous soumettrez qu'il y aura un positionnement de conservation internationale sur, par exemple, est-ce qu'on va vous demander de prendre un compte en banque séparé ou pas? Est-ce qu'on va vous demander de rendre des rapports financiers détaillés ou moins détaillés? Voilà, ce sera, et les procédures dont on vient de parler. Donc, c'est pour l'étape d'après. Oui, même chose pour la petite subvention. En fait, ce n'est pas votre souci actuellement. Hein? Et si votre lettre d'entrée est sélectionnée, on va vous poser des questions. Et si vous arriverez à un contrat pour le small grants, pour la petite subvention, bien sûr, il y a un carnaval spécifique pour le rapportage financier attaché à votre contrat. Et sur ce point-là, je voulais juste, enfin pas sur ce point-là, mais maintenant qu'on a répondu à ce point-là, je voulais juste de nouveau mettre en avant sur la page qu'on voit là à l'écran, le dernier lien qui est le site de l'IUCN. Nous allons régulièrement mettre à jour ce site-là avec les questions qu'on va recevoir au fur et à mesure et les réponses évidemment qu'on aura apportées aux différents porteurs de projets pour que tout soit transparent, que tout le monde ait accès aux mêmes informations et surtout aussi que les questions fréquemment posées soient partagées avec tout le monde. Donc, si vous n'avez pas pu poser vos questions aujourd'hui ou si on n'a pas pu y répondre, continuez à utiliser l'adresse email proposée pour poser vos questions et n'hésitez pas non plus à aller sur ce site pour voir les questions-réponses précédentes. Et Paul, je crois qu'on va disponibiliser les slides, non? Oui. Oui, avec l'enregistrement de... Ouais. OK. Donc, je vous remercie pour votre temps et l'attention. Et merci beaucoup. Et espérons qu'on va on va se voir dans une autre étape. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Et bonne chance. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup à l'équipe. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.